Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors qu'il n'a jamais été aussi urgent de prendre au sérieux les enjeux climatiques, eh bien certains jeunes ont décidé de taper fort. En témoignent les différentes actions menées notamment par le collectif Dernière Rénovation. Alors est-ce que c'est le seul moyen d'agir? Les jeunes sont-ils les seuls à prendre conscience de l'enjeu climatique? Et quelle place pour l'éducation à l'écologie? Autant de questions que l'on posera à nos invités dans quelques instants. L'empathie doit-elle être au cœur de l'école? C'est ce que pense en tout cas la professeure de lettres Gaëlle Assoun, également présidente de l'association Be Enjoy et finaliste du prix mondial de l'enseignant. Elle nous parlera de son travail en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau qui nous parlera du professeur et philosophe chinois Confucius. C'est lui qui a ouvert l'éducation à tous en Chine 600 ans avant Jésus-Christ. Mais avant de partir aussi loin, eh bien, on fait le point sur l'actualité en bref, toujours avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonjour. On commence ce journal avec une rentrée très particulière pour les élèves de Conty dans la Somme. Oui, le 23 octobre dernier, la commune était traversée par une tornade extrêmement violente qui a fait des dégâts considérables. L'école élémentaire a notamment été dévastée. 6 classes sur 8 sont toujours inutilisables et les élèves sont rentrés ce matin dans d'autres bâtiments, notamment au collège de la ville et dans des locaux communaux mis à leur disposition. Cette situation devrait durer 1 mois, le temps que des préfabriqués soient installés près de l'école maternelle qui, elle, n'a pas été touchée. En attendant, les transports scolaires se sont aussi adaptés pour permettre à tous les élèves, où qu'ils se trouvent, de manger à la cantine le midi. Et le maire de Conty affirme que les salles de classe détruites ne seront pas accessibles avant la rentrée 2023. Le quotidien Le Parisien nous révèle que les cantines de nos écoles sont menacées par l'inflation. Les entreprises de la restauration scolaire servent 3,2 millions de repas par jour et vont droit dans le mur. C'est l'appel à l'aide lancé par le syndicat national de la restauration collective dans une tribune publiée par Le Parisien aujourd'hui. Certains extraits avaient d'ailleurs été dévoilés dès samedi. Et face à la hausse des denrées alimentaires et au coût de l'énergie, eh bien, le syndicat interpelle les collectivités locales et demande 9% de hausse de contrat par rapport au prix pratiqué au 1er janvier 2022, sans quoi de nombreuses entreprises pourraient mettre la clé sous la porte, en plus des problématiques évidentes que ça peut poser aux parents dont les enfants ne seraient plus pris en charge le midi. De son côté, l'Association des maires de France déplore, je cite, un chantage par voie de presse et compte réunir prochainement les acteurs du secteur. On poursuit ce journal avec une nouvelle initiative du ministre Pap Ndiaye. Il l'a dit et répété, le ministre souhaite créer du lien avec les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale. Ainsi, chaque vendredi soir, dorénavant, il va publier sur les réseaux sociaux une petite pastille vidéo qui s'appelle la Minute Pape. L'idée est simple, à partir d'un fait d'actualité, d'une réflexion, d'un anniversaire symbolique ou d'une analyse sociétale, Pap Ndiaye développera sa vision de l'école et précisera ses actions au quotidien. Voici un extrait du premier épisode diffusé donc vendredi soir à propos de la décentralisation de l'éducation. On veut donner les marges de manœuvre aux communautés éducatives avec le CNR Éducation, le Conseil national de la refondation, qui s'est mis en place avec des centaines de concertations qui sont déjà prévues dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Ces concertations regroupent des chefs d'établissement, des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, des associatifs, des élus qui élaborent ensemble un projet pédagogique qui sera ensuite financé par un fonds d'innovation pédagogique. C'est toute cette démarche de transformation par le bas, par le terrain, que l'on veut encourager par le CNR Éducation. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et puis d'ici là, n'hésitez pas à m'écrire. Au revoir. Et chaque lundi, eh bien, nous vous diffusons un petit extrait justement dans ce journal de ces vidéos. D'ailleurs, ce mouvement vers les citoyens a aussi été insufflé par Emmanuel Macron lui-même. Avec toujours ce même but, interagir avec chacun d'entre nous via cette communication très directe que permettent les réseaux sociaux. Vous le savez, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 s'est ouverte aujourd'hui en Égypte. Elle se tient jusqu'au 18 novembre. Et avant-hier, Emmanuel Macron s'est adressé à nos jeunes pour qu'ils lui posent toutes les questions autour de l'action du gouvernement sur l'écologie. Regardez. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique? C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Et comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique, qui est le défi de notre génération.
Alors, je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie. Et le président de la République répondra donc à toutes ces questions au cours de la semaine via de petites vidéos sur ses réseaux sociaux. Je leur suggère de mettre un petit peu de lumière, un peu sur leur technique. visage. Voilà. Oui, Et en tout cas, se mettre face à la lumière. On le propose, cher président, n'hésitez pas. Cher ministre aussi. Ici. Merci Loïc. Alors, comment éveiller une conscience écologique citoyenne? Les dernières actions menées par le collectif Dernière Rénovation sont-elles le seul moyen d'agir? Quelle place pour l'éducation à l'écologie à l'école? Les questions sont vastes et on y répond tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Francesca Pasquini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine. Et j'accueille également Sacha. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes militant écologiste, membre du collectif Dernière Rénovation et vous êtes notamment à l'origine de l'action menée au Panthéon la semaine dernière. Vous avez mis le drapeau français en berne. Évidemment, le symbole est très fort. Pourquoi avoir choisi le Panthéon et pourquoi le drapeau français en berne? Le Panthéon parce que c'est un monument historique qui nous touche tous et toutes et sur lequel il y a écrit aux grands hommes la patrie reconnaissante et le message était de dire en fait aujourd'hui nous ne sommes pas dignes de celles et ceux qui sont battus pour notre pays, pour notre démocratie, pour nos vies et nous ne sommes pas à la hauteur en fait de l'enjeu historique qui est le nôtre de faire face au réchauffement climatique et par respect vis-à-vis des générations passées mais aussi par amour envers les générations présentes et à venir en fait il est notre devoir aujourd'hui de nous mobiliser et de transgresser des lois qui nous semblent illégitimes pour pouvoir préserver les conditions de la vie sur Terre. Alors ceux qui sont battus, effectivement, on peut citer Victor Hugo, on peut citer Jean Jaurès, on peut citer Simone Veil, Joséphine Baker, enfin tous ceux qui sont au Panthéon aujourd'hui. Est-ce que c'est une façon aussi d'espérer que vos actions, alors peut-être à titre individuel ou en tout cas collectif, j'imagine, soient un jour figure, si vous voulez, d'actions aussi importantes que celles et ceux qui sont aujourd'hui au Panthéon? J'espère. Après ça, nous, on n'incarne pas ça avec le visage et le nom d'une seule personne. Et une deuxième raison pour laquelle, d'ailleurs, on a choisi de faire cette action au Panthéon, c'était de dire que l'histoire, avec un grand H, en fait, elle est avant tout écrite aussi par des citoyens et des citoyennes ordinaires, dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas l'histoire, mais qui ont eu le courage de se lever, de désobéir, de faire ce qui était juste et pas seulement ce qui était confortable. Et c'est ce à quoi on aspire. On espère, en tout cas, être du bon côté de l'histoire. On est convaincus que face à ce que nous annonce le GIEC et tous les scientifiques, aujourd'hui, rester dans l'inaction climatique est criminel et nous espérons que notre combat portera ses fruits, qu'on obtiendra une victoire législative sur la rénovation thermique des bâtiments bientôt. Francesca Pasquini, alors je disais, vous êtes députée Europe Écologie Les Verts, donc j'imagine que les actions de Dernière Rénovation, en l'occurrence, forcément vous touchent particulièrement, mais le drapeau français en berne, est-ce que ça vous choque ? Non, ça me choque pas. Et puis moi, j'ai pas envie d'avoir un discours paternaliste vis-à-vis de ces actions, puisque je comprends l'inquiétude de Sacha et des autres militants. Effectivement, ils font partie d'une génération qui va subir de plein de fouet les conséquences du réchauffement climatique. Donc, on comprend qu'ils sont inquiets. Vous n'êtes pas, vous ? Ah si, je le suis aussi, moi en première personne. C'est mon combat tous les jours à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi vous dites eux? Parce que vous pensez que ce ne sont que des jeunes qui réagissent comme ça? Non, parce que je me dis qu'en fait, c'est beau d'avoir cette prise de conscience auprès des jeunes et qu'il faudrait presque qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc je comprends tout à fait leur action, le fait de vouloir se faire entendre par ce biais-là. Surtout parce que finalement, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'autres moyens de pouvoir se faire entendre. Alors je suis assez étonnée de ce que vous dites parce qu'en fait j'ai une impression tout à fait inverse. C'est qu'en fait les jeunes sont beaucoup plus conscients. Alors on dit les jeunes, ça ne veut rien dire les jeunes, mais bon disons les moins de 25 ans sont beaucoup plus conscients que notre génération par exemple et celle plus haute de l'avenir de la France et des problèmes justement d'écologie dans ce pays. Est-ce que c'est un sentiment que en tout cas vous partagez aussi, Sacha ? Je pense qu'il y a un certain nombre d'études quand même qui vont dans ce sens-là, qui nous disent, je pense au Lancet Project qui avait lancé une étude qui disait que 75% des jeunes se disaient anxieux, si ce n'est très anxieux par rapport à leur avenir. Alors il y a plusieurs raisons, mais l'écologie et la cause climatique étaient le premier enjeu. Mais c'est normal. Et la présidentielle aussi d'ailleurs. Oui, mais en fait, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est-à-dire que les grands scientifiques, qui sont reconnus par leurs pairs, nous disent grosso modo, préparez-vous, si c'est pas qu'il n'y a pas d'avenir, il y aura sûrement encore de la vie sur Terre, mais on va au-delà de crises
qui vont signifier des centaines de millions de morts. Et nous, on est encore en train de parler peut-être de comment est-ce qu'on va louer les retraites, etc. Mais alors que les scientifiques nous disent qu'il n'y aura pas de retraite pour vous. Oubliez, ça n'existe pas. C'est du passé, ce modèle-là. Le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui a parlé de suicide collectif ou de solidarité. C'est-à-dire que clairement, c'est soit on meurt tous, soit on se réveille et on avance. C'est un sentiment que vous avez qui est profond et qui justement vous mène à ce type d'action, c'est-à-dire les mains collées sur l'autoroute, effectivement, et embêter tous les automobilistes, mais pour dire stop, il faut franchir le cap. Le fait de mettre le drapeau en berne, c'est évidemment, évidemment. Je veux dire, quand l'ONU parle de crise existentielle de l'espèce de l'humanité, de l'espèce humaine, de l'humanité dans son ensemble, je pense que souvent on parle de chiffres, mais on ne prend pas juste une seconde pour comprendre vraiment de quoi on parle. Quand on parle à 3 degrés d'augmentation en moyenne sur la planète de 3,5 milliards de personnes sur les routes, sachant qu'aujourd'hui il y a plus d'une personne sur 10, de 10% des gens qui meurent en rejoignant l'Afrique du Nord vers l'Europe. On parle de plus de morts là dans l'espace de quelques décennies que toutes les guerres réunies du XXe siècle. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant. J'ai l'impression qu'encore on n'a pas, en tant que peuple français, qu'espèce, on n'a pas encore vraiment percuté ce que ça voulait dire, ce que ça va engendrer comme souffrance, comme crime, c'est terrible. Donc face à ça, je sais pas ce qu'on peut faire, nous les jeunes, mais en fait nous les citoyens en général. Je sais plus ce qu'on peut faire. On a essayé de faire des plaidoyers, on a essayé de faire de la pédagogie, ça n'a pas marché. On voit encore les limites même de faire de la politique, c'est-à-dire que le dernier rapport du GIEC nous dit qu'on n'a pas le temps d'attendre les prochaines élections avant d'atteindre un certain nombre de points de bascule. Et même nos députés qui sont élus, qui sont censés nous représenter, font passer des amendements. En l'occurrence, la semaine dernière, 2 amendements, dont un qui était porté par Europe Écologie Les Verts, pour augmenter à 12 milliards l'aide à la rénovation thermique des bâtiments. Et à coup de 49.3, en fait, le gouvernement, qui est une instance non élue, vient balayer tout ce travail d'un revers de la main. En fait, on ne sait plus quoi faire, si ce n'est pour être entendu, mais même pour pouvoir agir. On ne sait pas juste faire du bruit qui nous emporte. Alors justement, une réaction par rapport à cela, Francesca Pasquini, parce que vous êtes donc députée, oui. Europe Écologie Les Verts, j'imagine que vous avez été outrée effectivement par ce 49.3 qui est passé et qui n'a pas pu me permettre d'aboutir à ce projet de loi. Effectivement, on a été outrés, mais pas que pour un seul 49.3, mais pour les 4 qui ont eu lieu jusqu'à présent. Et on n'en est qu'au début du 2e mandat. Voilà, donc là, on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite, mais effectivement, voilà, nous aussi, on travaille. On a vu aujourd'hui, par exemple, le budget éducation qui est passé sans discussion en séance et qui a été adopté. Voilà, on se sent aussi impuissant face à ça. Et tout à l'heure, Sacha le disait, effectivement, les enfants là, qui ont aujourd'hui entre 0 et 9 ans vont connaître entre 3 et 5 degrés en plus sur la planète. Donc, quand on est engagé pour l'écologie, c'est de la solidarité, mais c'est aussi de l'altruisme. Parce qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que Sacha fait aujourd'hui, ce que nous, on fait, notre travail à l'Assemblée nationale, c'est pour les générations à venir. Voilà. Oui, enfin, ces générations, malheureusement, peuvent encore vivre sur cette planète. Parce que je vous le dis encore une fois, c'est quand même la phrase est très forte. Un suicide collectif qui est annoncé par le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui. Le rapport du GIEC, effectivement, qui est absolument terrifiant. Enfin, on est quand même tous dans une urgence terrible, avec un été catastrophique, des inondations insensées, une canicule, des feux de forêt, enfin, qu'on avait connu bien sûr à certaines époques, mais pas à ce point. Est-ce que, alors, on en est quand même, j'ai noté 6 ministres de l'écologie en 5 ans, voilà, Christophe Béchu, ministre actuel. Est-ce qu'il faut repenser déjà le ministère de l'écologie, le ministère de la transition aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que, certes, vous vous battez sur le plan politique, mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez au départ, c'est qu'il y a une énorme prise de conscience au sein des jeunes, des populations jeunes, et il le montre au travers de ses actions et de l'éco-anxiété ambiante. Maintenant, il faut qu'il y ait cette prise de conscience de l'urgence extrême aussi auprès des autres générations. Donc, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a aussi envie de se dire que si cette prise de conscience doit se faire là, elle doit se faire à partir du plus jeune âge pour la suite. Donc là, il faut mettre en place tout de suite des actions concrètes, ce qui ne se fait pas, et c'est pour ça qu'on va direct dans le mur. Mais aussi, il faut investir dans l'éducation et dans ce qu'on va proposer comme prise de conscience, comme modèle éducatif à l'école et dès le plus jeune âge, en fait, dès la maternelle. Alors, on va en parler justement de ce qui se passe à l'école. Vous voulez réagir? Oui, moi je voulais juste dire que je suis déjà très heureux d'échanger avec vous ce soir parce que très souvent, en réalité, moi je l'entends à travers vos mots, très souvent on essaye de nous dire, alors
nous, Dernière Rénovation, mais de manière générale, des militants et des militants qui sont dans la résistance civile non violente, qu'on est des éco-terroristes, qu'on est des hors-la-loi, j'ai l'impression qu'on parle très souvent des crises sociales et environnementales, et à juste titre. Enfin, je veux dire, c'est l'enjeu majeur de ma génération, de toutes les générations à venir, en réalité. Mais on parle finalement très peu de l'enjeu de déni démocratique qui a lieu dans notre pays, et de pouvoir échanger avec un ou une députée. Voilà, j'aimerais réaffirmer le fait que on nous a souvent reproché en fait d'être contre les institutions, d'être des voyous, des vagabonds, mais en fait c'est pas vrai. Nous, ce qu'on demande à l'État en réalité, c'est de sortir lui-même de l'illégalité climatique. C'est-à-dire que l'État a été condamné 2 fois par son propre système juridique, par la plus haute instance juridique française, pour inaction climatique, et jusqu'au 31 décembre 2022 pour sortir de cette situation d'illégalité. Ils le font non, clairement pas. Et nous, on est en train d'accepter en fait que notre État est lui-même dans une position d'illégalité. Et c'est pour ça qu'on repose cette question en fait de légal, de légitimité aussi. Qui est terroriste en fait? C'est ça la question. Exactement. Et aujourd'hui, les éco-terroristes, c'est ceux qui bousillent notre planète, qui bousillent notre futur et qui sont en train de nous sacrifier sur l'autel d'un soi-disant progrès qui de toute façon va atteindre ses limites dans quelques années, dans quelques décennies au grand maximum, nous dit la science. Et souvent, on essaie de nous opposer à activistes non violents, aux institutions, d'y aller faire de la politique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est éminemment faire de la politique. Et seulement, on n'a plus les clés, on ne sait plus vraiment comment s'engager en politique. Pour l'avortement, c'était pareil, vous savez, ils se battaient de la même manière et on les trouvait terroristes, toutes ces femmes qui, à l'époque, cherchaient à avoir le droit à l'avortement. Donc, en fait, est-ce que vous ne pensez pas que, effectivement, enfin, j'imagine que vous allez répondre oui, vous, mais par ces actions qui, justement, sont violentes, certes, ou en tout cas qui éveillent les consciences. Je vais vous dire, les suffragettes, elles n'ont pas obtenu le droit de vote pour les femmes en votant. Évidemment. Voilà. Et en fait, toute l'histoire n'est qu'une succession de lois qui ont été profondément, aujourd'hui en tout cas avec le regard qui est le nôtre, mais moi ça me paraît évident, illégitime, raciste, sexiste, homophobe. Je veux dire que quelqu'un transgresse une loi ségrégationniste aux États-Unis ou quand c'était encore plutôt la période de l'esclavage. Aujourd'hui, on regarde avec un regard très différent en fait ceux et celles qui ont su braver cette loi. Et l'objectif n'est pas de dire seulement il faut être hors la loi. Au contraire, nous, on est aujourd'hui dans une situation tellement critique. Évidemment qu'on va tendre la main à toutes celles et tous ceux qui veulent travailler avec nous pour advenir d'un vrai changement. Et l'objectif de la désobéissance civile, mais aussi j'espère pouvoir travailler avec des députés, c'est de faire changer la loi en fait. Et en bravant la loi, en se mettant soi-même dans une position d'illégalité, en allant au procès, c'est être capable d'entamer en fait un bras de fer avec l'État pour pouvoir être reconnu comme, si ce n'est légal, en tout cas légitime, et de pouvoir changer aussi les choses. C'est pas seulement des beaux discours, c'est pas we have no planet B, etc. C'est pas on va faire la convention citoyenne pour le climat et en fait je vous la fais à l'envers parce que je garde aucune des mesures qui ont été proposées. C'est vraiment comment est-ce qu'on va inscrire ça dans la durée avec des budgets sérieux et un plan de rénovation. Est-ce que ça vous rassure quand vous entendez justement ce genre de discours de citoyens très engagés et qui se disent à un moment il faut faire bouger les lignes, car vous êtes là aussi pour faire bouger les lignes, j'imagine. Mais quand je le disais, on en est au 6e ministre de l'écologie en 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté quand même de déstabilisation ou alors ou du moins une non-reconnaissance de l'importance de cette thématique forte qu'est l'écologie. Alors bien sûr que ce discours me rassure en fait d'avoir aussi de savoir qu'il y a des citoyens engagés en dehors de ce que nous on peut faire en écologie politique à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment pas la sensation et l'impression qu'il y ait une prise de conscience de cette situation d'urgence auprès des personnes. Vous dites ça aujourd'hui, le jour où la COP27 démarre. C'est-à-dire que vous pensez qu'il n'y a pas de prise de conscience des politiques? Alors, là, ce qu'on a vu, c'est que tous les amendements que nous, on a pu porter n'ont pas été entendus. Donc là, on se demande, en fait, à quel moment on va pouvoir nous écouter et faire concrètement des choses. Alors, pas entendu parce que c'est une défiance politique, c'est-à-dire politicienne, ou une défiance qui est réelle sur les idées, sur la manière de faire? Alors, les deux, peut-être. Les deux, peut-être plus une défiance politique politicienne. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est le début de la COP27. Moi, j'aimerais aussi qu'à la fin, on puisse vraiment mettre en place ce qu'on va décider. Parce que ce qu'on attend au bout du cheminement d'idées, de partage, de concertation et d'échanges qu'il va y avoir, c'est qu'on puisse réellement mettre en place des choses. Et c'est ça qui manque actuellement. Moi, j'aurais une question, si ça ne vous dérange pas. Hein. Je suis vraiment curieux parce que j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui sont dans le monde politique, de députés qui me disent mais en fait, les députés ne savent pas, en fait, non vraiment, mais même pas le début de connaissance, de compréhension vraiment des enjeux, ne comprennent pas ce que veut dire le GIEC. Et il y a eu du coup des formations, dont une portée par Valérie Masson-Delmotte pour les députés, il me semble,
pour pouvoir justement faire une remise à niveau. Je pense qu'il serait quand même plus que nécessaire quand il je pense que... Autrement dit, connaissez-vous le sujet? Non, mais pas forcément vous, individuellement. Vous l'avez reçu cette formation. Je voulais savoir si ça avait été utile, si ça avait marché. C'est vrai que l'enjeu de la formation, là, on peut se dire que c'est à tous les niveaux, quoi. C'est au niveau du monde politique, c'est au niveau des enseignants qui doivent transmettre ces savoirs des enfants à l'école. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, les changements se font à une vitesse qu'il faut qu'une formation aujourd'hui, en fait, ne sera pas la même qu'il pourrait y avoir lieu dans 5 ans, puisque les changements climatiques, en fait, sont complètement... on peut pas les prévoir. Ils arrivent à une vitesse à laquelle on s'y attendait pas il y a quelques années. Donc, il y a cet enjeu de formation maintenant, mais il y a aussi un enjeu de remise à niveau au fur et à mesure du temps. Oui, mais faire mesure du temps, on n'a pas le temps. Et c'est tout le problème, justement. On est d'accord. Alors, évidemment, se pose la question par rapport aux politiques, se pose aussi la question par rapport aux Français de manière générale, aux citoyens qui ont une certaine conscience, mais sans trop, mais surtout qui se posent la question de la fin du mois versus fin du monde. C'est-à-dire qu'en fait, cette question de j'arrive pas à me loger, j'arrive pas à bouffer, j'arrive pas à me chauffer, je suis fatiguée, j'en peux plus, les enfants, le boulot, la vie, etc. Je suis ultra stressée par la guerre, par le Covid, etc. Et en plus, on me harcèle avec ces questions écologiques, etc. Est-ce que vous comprenez ça? Et mais qu'est-ce que vous pouvez répondre? C'est pas opposé du tout. Enfin, je pense que c'était la réponse que vous attendiez en l'occurrence, mais c'est le fameux slogan fin du monde, fin du mois, même combat. Mais c'est vrai, je veux dire, c'est pas seulement de la com. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi la thématique de la rénovation thermique des bâtiments? Bon, évidemment que c'est une question écologique. Le logement, c'est 18% de nos émissions de gaz à effet de serre en France. Et en plus de limiter ces émissions-là, de baisser notre dépendance au gaz russe, ce serait une façon de se préparer en réalité déjà au changement de demain, au changement climatique, donc de s'adapter. Malheureusement, on en est là. On va a priori pas éviter le mur qui nous arrive, donc commençons à nous adapter. Mais en plus de ça, la rénovation thermique des bâtiments, aujourd'hui, c'est 12 millions de Françaises et Françaises qui sont dans une situation de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont froid chez eux l'hiver. C'est 2200 personnes qui sont mortes l'hiver dernier, littéralement de froid chez eux. Et ça, c'est ces ça. Chiffres, vous les d'où? Ces chiffres, ça vient de la Fondation Abbé Pierre. Et ça, qu'il y ait encore des gens qui puissent mourir de froid dans notre pays, c'est aberrant. Mais en plus de ça, ce que nous dit, et là, c'est le ministère de la Transition écologique. Donc, bon, ça vient pas des copains activistes du coin, mais c'est qu'en rénovant les passoires thermiques, on économiserait jusqu'à 10 milliards en réalité, que ce soit en gaz, en énergie, mais aussi sur la sécurité sociale et dans les soins qu'il faut apporter à toutes les personnes en fait, qui tombent malades tous les ans parce qu'ils vivent dans des passoires thermiques. Et qu'on ait encore des ministres qui viennent nous dire « c'est OK, vous inquiétez pas les amis, on va mettre un col roulé, tout va bien se passer », c'est aberrant en fait. Et c'est encore une fois remettre toujours la responsabilité sur l'individu, alors que le rôle de l'État, c'est justement l'intérêt général, de protéger l'intérêt général, de protéger sa population. On ne peut pas faire reposer le poids, même s'il y a une partie importante des petits gestes, mais qui est quantifié à 30% en réalité de notre capacité d'action sur nos émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas faire reposer le poids de la crise climatique sur les épaules de monsieur et madame tout le monde, des citoyens et des citoyennes ordinaires. Et pour autant, c'est ce qui se passe. Alors, ordinaire ou pas, parce qu'il y a aussi des artistes, il y a aussi des tas de gens, des personnalités qui ont pris la parole sur ce sujet, notamment pour dénoncer, évidemment, les Jeux Olympiques, pour dénoncer la Coupe du Monde, pour dénoncer, en fait, les aberrations climatiques qui ont lieu en permanence. Mais pourquoi, avec tous ces discours que l'on voit systématiquement, on n'est pas les seuls, évidemment, à le faire aujourd'hui sur School TV, mais on le voit sur toutes les autres chaînes, sur tous les magazines qui sortent, et puis la parole est portée effectivement sur les réseaux sociaux. Même le président lui-même va sur les réseaux sociaux pour en parler d'ailleurs. Et pourquoi cette parole n'est pas entendue? Pourquoi les politiques font comme si de rien n'était? Et je le redis encore une fois, vous êtes député. Quelle est l'impression que vous avez? Alors l'impression que je reviens sur ce que vous avez dit et donc j'ai vu le tweet de Macron qui a invité à discuter d'écologie avec lui sur Twitter. Posez toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai à la question. Moi, j'aurais bien aimé en fait pouvoir en discuter à l'Assemblée nationale et pas au travers d'un tweet sur Twitter. Donc ça m'a profondément gênée. Et puis pour revenir à ce que disait Sacha tout à l'heure, effectivement, ce sont des combats qui vont ensemble. On a vu la semaine dernière, il y a eu une école qui a dû fermer à Avignon à cause du fait que la température était trop basse. Un tiers des écoles de Marseille sont des passoires thermiques. Là, en fait, on se rend compte que la rénovation des bâtiments et même des bâtiments publics, il faut absolument la faire puisque c'est le plus gros budget de dépenses énergétiques des collectivités locales. Donc, ce sont des combats qui vont de pair.
Alors, on parlait tout à l'heure de formation à la fois pour, évidemment, les députés, pour tous ceux qui font la politique, mais aussi pour l'éducation, c'est-à-dire les enseignants et tous ceux qui vont pouvoir parler aux jeunes générations. Bon, j'ai quand même le sentiment, malgré tout, je vous le dis franchement, que c'est plus eux qui nous apprennent que les nous enfants, qui apprenons. Oui, très, très clairement. Mais enfin, la loi climat et résilience du 22 août 2021 donc, renforce la place de l'éducation au développement durable comme l'éducation transversale à travers tous les programmes de toutes les disciplines, de la maternelle à la terminale. Formidable, dans toutes les voies d'enseignement. Formidable. Mais est-ce que ça veut dire donc que toutes les matières traitées à l'école, il y aura une part d'écologie ou est-ce qu'il faut qu'on mette en place une matière spécifique qui sera l'écologie? Question. Alors moi, je ne suis pas contraire au fait qu'on mette en place une matière spécifique d'écologie, mais il faut aussi que ça reste un savoir qui soit transverse. Maintenant, avec la situation de l'école qu'on a actuellement, avec le manque d'enseignants, je ne suis pas sûre qu'on soit prêt à pouvoir mettre en place ça. Donc il faut d'abord, en fait, soigner l'école. Il faut qu'on ait une école avec un enseignant en face de chaque élève, qu'on ait les moyens de pouvoir le faire. Et ce qu'on lit sur le papier, effectivement, l'éducation au développement durable à l'école, très concrètement, à l'heure actuelle, ça dépend vraiment du bon vouloir et de l'engagement de chaque enseignant. Oui, vu la situation de l'éducation nationale aujourd'hui, avec effectivement des professeurs absents, avec des profs exsangues qui sont extrêmement mal payés, qui ne veulent plus enseigner aujourd'hui, qui ont un problème de formation déjà par rapport à leur propre matière et à la pédagogie de manière générale. Comment faire pour pouvoir parler justement, développer la question climatique et de l'écologie à l'école? Vous avez une idée de ça? Écoutez, je suis pas expert sur le sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'école, il n'y a pas si longtemps que ça en réalité. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Donc je me rappelle quand même encore un petit peu de mes cours de bio. Et c'est vrai que maintenant, a posteriori, alors j'ai pris conscience, moi, de tous ces enjeux-là, pas à travers l'école en l'occurrence, mais à la fin de ma terminale, je suis sidéré en réalité mais j'en veux vraiment à l'État français, en fait, de ne pas m'avoir donné les clés de compréhension plus tôt. Je me dis, bon, c'est pas seulement que j'ai perdu du temps, mais c'est-à-dire que toutes les autres personnes qui n'ont pas fait comme moi des rencontres qui à un moment donné ont été clés. Moi, je suis tombé sur des conférences, sur des documentaires animaliers, mais j'ai fait une fresque du climat que je salue leur travail. Enfin, en fait, il y a déjà plein d'acteurs qui sont en place. Quand on cherche un minimum d'information, vu qu'elle est vraie, vu qu'elle est scientifiquement approuvée par des milliers de pairs, en fait, si on cherche un petit peu, la réalité, c'est qu'on trouve très rapidement la donnée et il y a 50 façons, que ce soit plus ou moins émotionnel avec des films, ou plus ou moins intellectuel avec différentes associations, différents programmes. On peut tomber sur cette information. Que ça doit être transmis par l'État, par l'école nationale, bon, c'est une évidence pour moi. Je ne suis pas dans cette position aujourd'hui, en fait, parce que j'ai envie de dire que le travail de la transmission d'informations, de la pédagogie, c'était le travail de votre génération. Vous l'avez fait, non, pas vous, mais votre génération, vous ne l'avez pas fait en réalité. Et c'est triste à dire, mais évidemment qu'il faut éduquer, mais comme vous l'avez dit, on va vers un monde qui est tellement instable, je veux dire, de décennie en décennie, parce qu'on parle de 3 degrés, ou de 2,5 degrés ou 4 degrés de réchauffement climatique, on ne parle pas du tout de la même chose. On parle de centaines de millions de personnes de plus ou moins sur les routes, de temps de productivité agricole en plus ou en moins. Et en fait, c'est extrêmement difficile, déjà, je trouve, de se projeter du coup dans un scénario, alors que tous les scientifiques nous disent on navigue à vue, on ne sait pas où on va. Donc, très compliqué. Et puis moi, mon rôle aujourd'hui, celui de ma génération, malheureusement, je pense qu'il est plus celui de la pédagogie. Celui de l'action. Notre objectif, c'est de faire agir et de faire réagir, de pouvoir préserver ce qui est encore préservable, tant qu'il y en a encore temps, et le temps, d'ailleurs, est compté. Alors, pour parler précisément de l'école, puisqu'on est sur School TV, ça ne vous a pas échappé, on a parlé évidemment des bâtiments et de la rénovation donc des bâtiments, ça touche aussi les établissements scolaires, bien sûr. On parle aussi d'agriculture, et évidemment, qui dit agriculture dit cantine scolaire. Les cantines, c'est aussi une façon de pouvoir penser de manière écologique, si je puis dire. Donc ça veut dire circuit court, ça veut dire aussi les cantines peut-être mieux réfléchies pour nos étudiants. Tout à fait. Alors, moi, c'est un combat que je porte en particulier à l'Assemblée nationale, le sujet des cantines scolaires, au travers de plusieurs volets. Déjà, un volet de justice sociale, en fait, la restauration collective est là pour donner les moyens à tout le monde de pouvoir avoir un repas, un ou plusieurs repas par jour qui soient équilibrés. Moi, j'étais enseignante à la période... Plusieurs repas à l'école, vous voulez dire ? Ou parfois oui, puisqu'il y a des enfants, voilà, il y a des goûters, ou parfois il y a des écoles qui mettent en place des petits déjeuners. Moi, j'étais enseignante en REP pendant la période de la Covid, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de familles qui se trouvaient en difficulté et que finalement, le repas pris à la cantine était le seul repas équilibré que les enfants prenaient. Donc aussi, il y a cet enjeu
de justice sociale. Et puis, il y a aussi un gros enjeu d'éducation à l'alimentation qu'on ne peut pas négliger et qui aujourd'hui n'est pas du tout mis en place. Parce que qui va faire ça? On ne sait pas trop. Donc, ça serait bien de pouvoir réfléchir vraiment à ça, à une réduction du gaspillage alimentaire et aussi au fait que les enfants sachent ce qu'ils ont dans leur assiette, quoi. Parfois, ils mangent des légumes qui ne sont pas du tout des légumes de saison. Donc, on voit partout en France qu'il y a des modèles assez vertueux qui se mettent en place et qu'on peut forcément pas reproduire ailleurs à cause de la taille de la ville ou à cause du fait que voilà, parfois on se trouve en ville et qu'on est loin d'une production locale. Mais cet enjeu d'éducation à l'alimentation est un enjeu de santé publique auquel il faut vraiment réfléchir pour le long terme. Est-ce que ça vous paraît être un détail? Ce sera ma dernière question. Un détail pour vous, Saïcha, de parler par exemple effectivement de cantines scolaires, de parler du problème des transports, de faire des transports plus écologiques aussi pour les écoles. Est-ce qu'on en est encore à ça ou est-ce que chaque petite pierre, eh bien... Écoutez, franchement, je n'ai pas la science infuse. Je ne vais pas vous dire on n'en est plus là. Je ne le pense pas. Mais j'espère qu'en fait on en est encore là. J'espère qu'on a encore... qu'on a encore notre destin entre les mains. De toute façon, c'est pas du travail perdu. Mais je trouve ça aberrant, en fait. Je trouve ça juste très triste et très inquiétant que on en soit encore là en 2022. Et c'est pas du tout pour dénigrer votre travail qui est extrêmement nécessaire et que je salue en l'occurrence de faire face du coup à l'opposition dans l'hémicycle. Enfin, c'est très courageux. Mais je veux dire, on est tellement loin, quoi. Je veux dire, on est encore tellement loin dans le débat public de vraiment comprendre ce que ça veut dire, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, d'une crise existentielle. Crise existentielle, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, tellement existentielle que beaucoup, j'imagine, peut-être que vous l'avez déjà entendu autour de vous, de jeunes me disent « je n'aurai pas d'enfant ». Voilà, je décide. En tout cas, c'est un sujet, moi, que j'entends... C'est un sujet de discussion qui revient souvent dans les milieux militants, oui. Ouais. À la fois mais pas que militants. Non, pas que militants, c'est vrai. Mais bon, très présent, en tout cas, moi, dans les milieux que je fréquente, à la fois pour la question, du coup, démographique, mais aussi pour la question, en fait, dans quel monde vont grandir mes enfants. Et voilà, c'est triste qu'on en soit là. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, alerter, hurler, crier l'urgence dans laquelle on est. Merci beaucoup Francesca Pasquini d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Et merci à vous Sacha d'être venu. Vous faites partie du collectif Dernière Rénovation. Puis vous avez peut-être vous avez un job peut-être par ailleurs. Je suis dédié à plein temps à la campagne. D'accord, très bien. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur le Grand JT de l'Éducation. L'empathie doit être au cœur de l'école. En tout cas, c'est ce que pense Gaëlle Assoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes professeure de lettres modernes certifiée, présidente de l'association Be Enjoy et finaliste du prix mondial de l'enseignant. Ce n'est quand même pas rien. Vous êtes fière de ça? Oui, je suis fière, c'est vrai. Merci. Très, très beau. Oh bah oui, quand même. Alors parlons de votre parcours, chère Gaëlle, qui est vraiment très intéressant, car vous êtes journaliste à la base, donc vous connaissez tous les ressorts des méthodes d'interview, mais là vous allez voir à quel point c'est naturel, parce que c'est un échange qu'on a ensemble, tous les trois, avec Loïc Landreau, qui est journaliste aussi sur School TV. Vous êtes journaliste, mais vous êtes devenu professeur ensuite. Vous vous êtes ensuite intéressé à l'ingénierie en neuroéducation, et c'est là où ça devient passionnant. Quel est le lien, enfin en tout cas, est-ce que le lien entre neurosciences affectives et sociales, ce qu'on appelle les NAS, et l'éducation était évident pour vous? Non, elle n'était pas du tout évidente. En fait, je m'y suis intéressée quand je suis devenue maman. Et quand j'ai repensé l'éducation pour ma fille, je me suis dit en revenant de congé maternité que je ne pouvais plus du tout refaire la même chose avec mes élèves. Mais pourquoi pas la même chose? C'est-à-dire que vous avez l'impression de manquer d'empathie avec vos élèves à ce moment-là? Oui, clairement, je pense que j'ai été comme la plupart des Français qui nous regardent élevés avec une éducation traditionnelle, on va dire. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout à l'écoute de mes élèves. Alors, c'est quoi une éducation traditionnelle dont vous parlez à l'école? Ça veut dire quoi en tant qu'enseignante? Je veux dire, c'est une éducation où on sanctionne l'enfant, on n'est pas à l'écoute de ses émotions? Oui, c'est tout à fait ça, vous venez de le décrire. En fait, souvent, l'adulte va être un peu démuni face au comportement de l'élève, d'autant plus quand il est collégien,
puisqu'il a des pics hormonaux qui sont en lien avec le développement de son cerveau, pour faire très très court. Et souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est comme on a pu nous-mêmes être élevés ou ce qui a pu marcher dans notre éducation, si on n'a pas eu la chance d'avoir des cours de psychologie, par exemple, puisque pour l'instant, la formation des enseignants est encore vraiment très peu développée à ce niveau. Alors, vous parlez de cours de psychologie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que les cours en fait, qui sont liés aux neurosciences affectives et sociales, si, ou je me trompe? Non, en fait, la psychologie est une des 3 disciplines qui intègre, en fait, qui prend en compte la neuroéducation. La neuroéducation, en fait, prend l'étude de la psychologie, des sciences de l'éducation et des neurosciences, appliquées à l'éducation. Alors, je disais, je ne suis pas neurobiologiste, parce que j'aurais fait un peu de neuroéducation. D'accord. Je disais, vous avez créé une association qui s'appelle Be Enjoy. D'ailleurs, dans la marraine est Catherine Guéguin, qu'on avait reçue aussi chez School. Racontez-nous ce que c'est que Be Enjoy. Be Enjoy, en fait, c'est bienveillance, empathie et neurosciences pour un accompagnement positif. Et donc, quand je l'ai créé, c'était essentiellement pour faire des ateliers d'empathie, proposer des formations, de l'accompagnement parents-enfants basé sur la neuroéducation, et plus précisément les neurosciences affectives et sociales, afin de lutter contre les violences éducatives ordinaires. Et au fur et à mesure de mon travail à l'école, j'ai développé un dispositif que j'ai appelé le DAD, le dispositif d'accueil des émotions. Et aujourd'hui, en fait, à travers et grâce à l'association, je peux faire des interventions sous forme de conférences, des ateliers et des formations également. Alors, vous parlez d'atelier, par exemple. Je prends un cas classique d'un enfant qui est hyperactif, un peu nerveux, qui a envie de tout casser dans la classe. Comment on arrive à créer de l'empathie avec cet enfant, même s'il est adorable, même si c'est un enfant de 8 ans et qu'on se dit qu'il faut être compréhensif, etc. Quand on a 30 enfants qu'on doit éduquer dans une classe, à qui on doit transmettre des choses, comment on fait pour être dans cette fameuse empathie? Déjà, en fait, tout le travail de métacognition sur le développement du cerveau va nous permettre, et précisément là, si vous me parlez d'un enfant hyperactif, si l'enseignant et toute l'équipe éducative, surtout parce que j'ai bien pu être moi-même en faire l'expérience, et puis d'autres pourront vous le dire, quand on est seul, ça ne marche pas. C'est vraiment tout un maillage avec une équipe entière qui va te permettre de la prise en charge de l'élève de façon optimale. Et donc, connaître le développement de son cerveau, se renseigner sur ce qui est dit et écrit dans les littératures scientifiques à propos, par exemple, de ce que vous avez dit ici, l'hyperactivité, va nous permettre en fait de mieux comprendre l'enfant. Et ensuite, il y a toute la phase de mise en pratique de ce qu'on a compris et comment on pourrait faire en classe et dans l'établissement entier, parce que c'est l'équipe entière qui doit soutenir le professeur et l'élève, qu'on pourrait mettre en place dans le cadre de votre exemple d'élèves hyperactifs. Et je sais par exemple que les salles SNOZL, elles ont beaucoup d'effets sur eux. On pourrait par exemple créer des classes SNOELZEN dans tous les établissements scolaires et permettre à ces enfants de faire des pauses, d'aller se reposer, se recentrer et déjà ça les aiderait. C'est une piste. Louis. Oui, Gaëlle, la bienveillance, oui, bien sûr. Mais il me semble quand même que tous les gens et tous les professeurs ne sont pas égaux face à ce sentiment que nous devrions tous avoir, mais on a tous notre passé, on a tous notre quotidien, on a tous ce qui va et ce qui ne va pas dans notre journée. Est-ce que finalement la bienveillance, c'est pas un joli fantasme qui est très dur à mettre en place pour des professeurs qui ont 30 élèves et qui gèrent tous leurs problèmes au quotidien? Est-ce que vous n'êtes pas un peu le Don Quichotte face à ces moulins à vent? L'image est belle, Loïc. Et donc, le Don Quichotte, je ne crois pas, parce que nous sommes maintenant de plus en plus à défendre les droits de l'enfant à travers la lutte contre les violences éducatives ordinaires, même si les titres qui ont été donnés ne plaisent pas toujours. Mais donc pour répondre à votre question, la bienveillance, ici, on va vraiment parler de ce qu'elle est exactement dans les termes, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce qu'on pourrait dire de caring washing, j'appelle ça. C'est tout plein de marketing autour de la bienveillance, et maintenant, c'est devenu presque un gros mot au sein de l'éducation nationale. Donc si je m'attarde simplement à l'étymologie de la bienveillance, c'est-à-dire construire une relation sereine, sans violence, comme il existe déjà dans certains pays, au niveau de la théorie,
je peux très bien trouver des stratégies pédagogiques pour les mettre en place dans ma classe et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein de l'établissement. Et c'est ce travail en fait de collaboration et de maillage entre les réseaux en fait de tous ces établissements, que ce soit en région et puis j'espère au final au national, qui vont permettre de mettre en place la bienveillance. Et notamment, vous avez entendu la formation des enseignants et des personnels de l'éducation. Tout à l'heure, vous me parliez en fait d'un dispositif d'accueil des émotions, Gaëlle, le fameux DAD dont vous parlez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez modifier en fait un comportement d'enfant ou d'une classe entière sans vraiment qu'ils s'en rendent compte, parce que la démarche personnelle, si vous voulez, quand on est adulte, d'aller voir un psychiatre, psychologue, psychanalyste, c'est différent. On a une démarche. Là, en fait, c'est entre guillemets, pardon du terme, mais un petit peu intrusif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Oui, vous avez mis le doigt dessus, en fait. C'est-à-dire pendant des années, bon, ça fait que 16 ans, je dirais, que je suis enseignante, mais quand même, au bout de ces 16 ans, je me suis demandé comment on pouvait faire changer les autres, moi-même, comment j'ai pu me transformer sans être intrusive. Parce que c'est bien beau de dire qu'on doit aller voir un psy, mais ça dépasse en fait le développement personnel. Ici, le DAD, justement, je l'ai construit un petit peu comme un nudge. Je pense que certains connaissent le principe du nudging. Alors non, moi je ne connais pas. C'est quoi? C'est quoi le nudging? C'est un principe qui s'appuie aussi sur les neurosciences et qui va permettre en changeant un geste, en changeant une habitude, va permettre de faire changer le comportement des personnes sans totalement qu'ils en soient conscients. Il y a des pays qui l'utilisent déjà, comme les États-Unis, comme la Hollande, qui l'utilisent pour soit faire davantage, pour réduire des coûts dans une société de nettoyage, ou pour, comme aux États-Unis, essayer de faire, essayer de forcer quelque peu les Américains à déclarer leur emploi. Dans une salle de classe, ça veut dire quoi le nudging? Qu'est-ce qui se passe précisément? Que je comprenne, un exemple. Alors, un exemple très simple en classe, et notamment en classe de français, c'est se servir du programme, puisque bien entendu le nudge là, à travers mon dispositif, ce n'est pas rajouter des cours d'empathie, ce n'est pas rajouter du travail aux enseignants, c'est intégrer aux disciplines et au programme. Donc en fait en français, je vais utiliser le programme que j'ai et je vais faire des focus sur les étapes de mon DAD. Entre autres, comment apprendre à ressentir des émotions, nommer, s'exprimer et reconnaître les émotions, et ensuite tisser tout cela avec l'équipe éducative dans la coéducation avec les parents, et au final essayer de développer la motivation intrinsèque et la persévérance et la confiance en soi. Gaëlle, je pense que vous avez dû voir la semaine dernière cette tribune qui est parue dans le Figaro. Il y a 300 scientifiques spécialistes de l'éducation et des enfants qui ont signé une tribune commune en disant attention à la bienveillance, attention à l'empathie, attention à ne pas rendre les enfants complètement fous en leur permettant de faire tout et n'importe quoi. En gros, je résume, mais il y a quand même donc un contre-mouvement à ce que vous portez et qui est évidemment très... pour nous qui nous semble normal en réalité, mais il y a quand même des grands pontes qui disent « oulala, attention pas trop ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire, la première chose à laquelle je pense, ce sont d'abord les biais cognitifs, car nous sommes tous aux prises de nos propres biais. Comme l'avait mentionné dans un très bon article Monsieur Jantaz, donc qui est lui-même scientifique et chercheur, donc il pointait un petit peu avec la neuroéducation de faire attention, de ne pas trop utiliser cette neuroéducation pour justifier justement des pratiques en éducation et qui nous éviterait de nous voir nos propres biais cognitifs. Mais pour parler plus simplement, je dirais que comme dans tout changement et transition, puisque nous sommes dans une époque de transition selon moi, et c'est la transition optimiste à laquelle je veux me tenir, parce que sinon l'avenir elle fait un peu peur à tout le monde. Et dans cette transition, il y a ce changement nécessaire à faire de notre éducation et changer notre manière de parler à nos enfants, de les écouter, nous-mêmes entre adultes également, ça prend du temps. Et quand bien même les pontifes, comme vous dites, ont donné leur avis, il y a quand même beaucoup de littérature scientifique et autres en lien avec la neuroéducation, en psychologie et beaucoup d'autres spécialistes. Il n'y a qu'à s'arrêter au Conseil scientifique de l'éducation nationale avec Stanislas Dehaene
il parle peut-être des fonctions exécutives et plus précisément de la neuroéducation. Mais quand on l'écoute, on entend bien qu'il faut maintenant, au XXIe siècle, s'intéresser au développement du cerveau de l'enfant afin de lui donner la meilleure éducation nécessaire à ses apprentissages, dont l'empathie fait partie également. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Gaëlle Assoun, pour mieux comprendre effectivement ce que sont les NAS, les neurosciences affectives et sociales, et la manière dont vous voyez l'éducation aujourd'hui. Je rappelle que vous avez quand même été finaliste du prix mondial de l'enseignant, alors ça quand même, maxi respect aussi. J'étais ravie de pouvoir discuter avec vous et à très bientôt peut-être sur les antennes de School. Allez Loïc, c'est à vous, vous allez tout nous raconter sur Confucius. Oui. Loïc, après nous avoir raconté l'histoire de tout ce qu'on peut trouver dans une trousse, voici J'ai tout fait, hein. Il n'y a plus rien. Je ne peux plus rien trouver. On ne sait pas. Peut-être l'effaceur. Vos trousses, à vous, on peut toujours trouver des choses. C'est ça qui m'inquiète. Donc je préfère qu'on fasse une trousse classique. Bon, bref. Voici donc un focus sur une personnalité qui a bouleversé le monde éducatif à son époque. Il s'appelle Confucius et je voulais lui rendre hommage parce que c'est vrai que sur ce plateau, je vous parle toujours de l'histoire de l'éducation en Europe. Alors qu'en Asie aussi, il y a vraiment un terrain passionnant sur ce sujet et Confucius est une personnalité centrale tant il a inspiré la philosophie mais aussi la pédagogie dans cette région du monde, mais aussi chez nous parce que ça a rayonné jusqu'ici. Bon, alors commençons par le début. Qui est Confucius ? Confucius est né en 551 avant Jésus-Christ dans la province du Shandong, c'est au nord-est de la Chine. Il est issu de la petite noblesse, mais son père meurt lorsqu'il a 3 ans et sa famille, du coup, sombre dans la misère. À 15 ans, il se met à étudier avec beaucoup d'ardeur et petit à petit, à force de travail, il devient chargé de l'administration des greniers publics, puis du bétail. Et la tradition, disons plutôt la légende, raconte qu'il devient ensuite ministre des Travaux publics puis ministre de la Justice de sa province. Mais ça ne lui suffit pas à Confucius. Non, il a de grandes ambitions. Et en fait, pas tant pour lui que pour l'humanité. Et c'est ça qui est beau dans cet homme. Et surtout, il a une vision politique et sociale qui est très, très en avance sur son époque. Donc en fait, il va commencer à voyager dans tous les royaumes voisins et il propose aux souverains ses analyses et ses conseils. Il faut dire qu'à chaque fois, ou presque, il se fait chasser. Parce que les dirigeants qui l'emploient, eux, ce qu'ils veulent, c'est des techniques pour asservir la population et conquérir des autres royaumes. Donc Confucius, lui, comme il leur parle d'éthique, de morale, de philosophie, d'harmonie sociale, de compréhension de l'autre et de l'univers, ils ne sont pas vraiment sur la même connexion. Voilà. Forcément. Donc, il se fait sortir de ces royaumes un peu à coups de pied dans les fesses. Donc il rentre dans sa province et il se consacre à l'enseignement et à l'écriture après avoir fédéré des dizaines de disciples tout au long de ses voyages. Ça rappelle peut-être quelqu'un qu'on connaît ici en Europe et au Proche-Orient. C'est l'histoire aussi de Jésus, un petit peu. Hein, ça rappelle ça, c'est à peu près comparer Confucius à Jésus. Mais c'est un peu, ouais. Si on regarde en tout cas les légendes et les traditions, c'est à peu près la même histoire. C'est ça qui est drôle à voir. Donc alors, c'est là qu'en fait, il est à l'origine donc d'une véritable révolution. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, à l'époque en Chine, comme d'ailleurs partout dans le monde, c'est d'ailleurs ce que je vous explique souvent ici, l'instruction était réservée aux familles riches et nobles, donc à très très peu d'enfants en réalité. Ces enfants-là apprennent les rites, la musique, le tir à l'arc, la conduite des chars, oui, la calligraphie et les mathématiques, mais figurez-vous que la notion même d'enseignant n'existe pas, parce que ce sont des fonctionnaires de la province qui font la classe, en plus de leurs fonctions quotidiennes. Donc en fait, le métier de professeur en tant que tel n'existait pas à l'époque. Et Confucius, c'est le premier à créer une école privée qui va accueillir tout le monde. Les riches, les pauvres, les enfants des villes, les enfants des campagnes. Et pourtant, elle est privée. Et pourtant, elle est privée, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'il s'arrange pour tout financer. Et c'est lui qui dispense les cours. Et donc, il invente par là même la fonction d'enseignant à temps plein. Et l'école marche. Et l'école fonctionne. Ben oui, parce qu'en fait, c'est sa façon de faire rayonner sa sagesse qui séduit tout le monde. Par exemple, il engage les jeunes à respecter leurs parents et leurs aînés, à parler peu et à écouter beaucoup, à être bons, loyaux, fidèles, magnanimes, altruistes, tolérants. Et il refuse dans ses cours d'aborder tout ce qui touche aux militaires ou à la religion. C'est des valeurs qui peuvent nous paraître évidentes maintenant. Mais rappelez-vous, on est 6 siècles avant Jésus-Christ. 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc, l'époque n'était pas forcément au yoga
et à la bienveillance, vous voyez? Et alors, est-ce qu'il était quand même sévère? Très sévère. Ah bon? On le disait très sévère, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il engageait ses élèves à surtout ne pas être d'accord avec lui. Alors, on vient de parler d'empathie juste avant, justement, Oui. avec Gaël Hassoun. Ça m'étonne. Alors, sévère dans le bon sens, on peut être dans le bon sens? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne voulait pas qu'on soit d'accord avec lui et il engageait les élèves à porter leur idée, à aller jusqu'au bout. C'était pas de la confrontation pour de la confrontation, mais c'était juste de dire « je n'ai pas toujours moi la réponse. Donnez-moi autre chose et allez jusqu'au bout. » Et il était très sévère là-dessus. Voilà, il voulait pas des gens mous. Cérébralement parlant, je veux dire. Il avait d'ailleurs une maxime très intéressante, écoutez-la. Il est inutile d'apprendre sans réfléchir et dangereux de penser sans apprendre. Je trouve que c'est magnifique. Voilà. C'est tellement vrai. Et c'est super vrai. Et oui, il disait aussi que son rôle d'enseignant consistait à lever un coin du voile et que ses élèves devaient lever les 3 autres coins. Mais c'est magnifique, 6 siècles avant Jésus-Christ toujours. Voilà, et pour la raison pour laquelle il est resté dans l'histoire, c'est parce qu'il a ancré l'idée en Chine que l'éducation était la base de la réussite et de l'ascension sociale. À une époque où on réussissait parce qu'on était bien né. C'était la filiation qui faisait notre réussite dans la vie ou pas. Et il était aussi persuadé que l'éducation pouvait vraiment améliorer la nature humaine, permettre de gouverner et d'agir avec plus de vertu, rendre les gens heureux, libres de tous les dogmes, de toutes les doctrines. Et moi, je trouve que c'est une super définition de l'éducation en réalité. Je crois qu'il a même théorisé le rôle des enseignants, c'est ça? Mais ça, c'est fou, parce qu'en fait, il a formé ses disciples à devenir enseignants de la façon dont il avait construit effectivement tout ce qu'il voulait transmettre. Et pour lui, écoutez bien, un bon enseignant doit être passionné et se consacrer à sa mission avec zèle, c'est ce qu'il écrit, posséder un savoir vaste et maîtrisé, aimer ses élèves, comprendre leurs particularités psychologiques. On en a parlé il y a quelques minutes avec Gaël Hassoun. On était 6 siècles avant Jésus-Christ. Déjà, il avait compris qu'il fallait comprendre et intégrer ce qu'étaient les enfants. Moi, je trouve que c'est incroyable. Et il dit que les enseignants doivent se demander toujours comment faire accéder les élèves à la connaissance et mettre au point des méthodes efficaces pour y arriver. Et enfin, il affirmait qu'un enseignant devait aider les élèves à s'épanouir, tout simplement. Ben moi, je suis désolé, je dis que le gars, il était là il y a 2500 ans, il avait tout compris. Bien sûr. Et ça rend fou. Voilà. Message d'une modernité folle. Mais oui. Merci 1000 fois. Avec un grand plaisir. Vive Confucius. Il faut le relire, Confucius. Oui. Voilà, c'est ça. Merci Loïc. Alors, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard qui accueille son invité pour Souvenirs d'écolier. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance ou sa scolarité. Et cette semaine, on a Nicolas Waldorf. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va? Alors, t'es coiffeur? Oui. Influenceur? Un petit peu, ouais. Animateur? Oui. Homme d'affaires? Oui. Restaurateur? C'est vrai. Bref, t'es extrêmement occupé. C'est vrai, c'est vrai. Et là, je pars au théâtre en plus. Et il y a aussi ce livre? Et je viens de sortir un livre sur la coiffure, oui. C'est vrai que je suis un peu sur tous les fronts. Le théâtre, c'est pour quand? Alors, le théâtre, c'est dans 2 semaines. Je pars en tournée en Suisse. Et ensuite, ça se poursuivra par une tournée dans toute la France. Mais ça sera plus en 2023, puisque les théâtres sont quand même remplis. Il y a eu le décalage avec le Covid. Pièce? C'est une pièce, une pièce de théâtre de boulevard avec Sophie Darel et Fabienne Thibault en tête d'affiche. Donc, je suis très content. Jonathan Serrada. Ah oui, qu'on avait vu dans Nouvelle Star. Ouais. Et au final, c'est une pièce où je joue, on va dire, un voisin un peu hystérique qui se fait passer pour un hétéro pour sauver la mise à sa voisine. Mais sauf que je suis pas du tout crédible et que... Le théâtre, c'est un truc dont tu avais envie? C'était mon rêve d'enfant. Je savais que je finirais au théâtre. Et en fait, quand on m'a proposé ça, j'ai attendu 1 an avant de répondre parce que j'avais la télé, j'étais trop pris. Et là, en fait, quand la télé, j'avais moins de tournage, je me suis dit, bah allez, fais-le. Parce que après 3 ans de télé, j'ai envie d'aller chercher un peu les gens, d'aller chercher un peu des vannes. C'est différent, le théâtre, c'est un autre exercice. Tu vas finir en one-man show. Je l'avais écrit, mon one-man show, quand j'avais 30 ans, je l'avais joué dans un théâtre. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse du théâtre. Donc tu disais, enfant, c'était ton rêve? Enfant, c'était mon rêve, ouais. Justement, on revient sur ton enfance. Allez, c'est parti. Alors, t'étais quel genre d'élève? Alors, j'étais un très très bon élève qui avait beaucoup de facilité et du coup, je n'ai pas fait mes devoirs jusqu'au CM2. Et au CM2, veille de grandes vacances, j'étais avec Madame Herman. Je m'en souviens, je sais pas si elle me regardera, je sais pas. Mais en gros, j'étais avec Madame Herman qui a capté que je ne notais pas dans mon cahier de texte le dernier jour et elle m'a puni. J'ai eu des devoirs pendant toutes les vacances et tout ça. Alors que t'avais quand même des bonnes notes? J'avais des bonnes notes, je faisais jamais mes devoirs, mais jamais. J'écrivais rien dans mon cahier de texte, ça me servait à faire des dessins et elle a grillé là.
Le dernier jour. Le dernier jour de l'année du CM2 et je n'avais rien foutu jusqu'au CM2. Mais tes parents, ils vérifiaient pas si tu faisais tes leçons? On était quadruplés, donc en fait, ils étaient complètement débordés. Moi, j'ai toujours des images de mes parents en train de courir, donc on était censés s'autogérer. Et nous, on avait tellement de bonnes notes avec une de mes sœurs qu'en fait, ils s'occupaient beaucoup des deux petits. Enfin, je dis les deux petits alors qu'on a le même âge, mais il y en avait deux qui étaient un peu moins, il y en avait deux qui avaient besoin d'un peu plus être soutenus. Et nous, on était les deux grands, on nous appelait les deux grands, donc on nous confiait. C'était plus mature en fait. Ouais, on nous confiait les clés, les missions, les trucs. Et donc, on était bons élèves. Mais du coup, quand je suis rentré et que la maîtresse avait mis un mot, j'étais dans la merde. Et donc, ton enfance, ta scolarité, c'était où? Alors, ça a été entre le sud et Paris, puisque le sud-ouest. On est sud-ouest, à côté de Biarritz, Pau, tout ça, machin. Et donc, en gros, j'ai grandi entre là et là parce que mes parents étaient divorcés. Donc, ça a été un peu le ping-pong parce que ils se sont un peu déchirés pour la garde. C'était quand même une enfance un peu compliquée parce que du coup, vu qu'on était quadruplés, on voulait pas nous séparer, mais c'était très compliqué pour un parent célibataire. Voilà, donc ça a été très compliqué, le divorce et tout ça. Mais bon, moi, je faisais ma petite vie, j'étais quand même très indépendant, donc. On se protège entre quadruplés? Alors oui, de toute façon, tout ce qu'on peut dire sur les jumeaux, nous on l'a vécu, ressentir ce que l'autre ressent, chanter la même chanson au même moment, faire bloc, on faisait bloc, on arrivait en bande en fait, donc arrivé à l'école, t'es jamais seul, t'es toujours avec tes frères et sœurs. Ça c'est une force, non? C'est une force, mais avec l'adolescence arrivant, ça a commencé à être une faiblesse parce qu'en fait on n'avait qu'une envie chacun, c'était de s'émanciper de cette... En fait on faisait qu'un. Et en fait, à l'école, c'est gênant d'être toujours... Vous étiez dans la même classe? On était dans la même classe, puis après on était dans deux classes différentes. Et à un moment, moi, après le lycée, on s'est tous dispatchés, mais c'est vrai que c'est dur de... Et jusqu'au lycée, les quatre ensemble? Collège. Mais après, non, le lycée, on a tous éclaté. Oui, jusqu'au lycée, tous ensemble. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, tu veux plus appartenir à un groupe. Tu veux être toi, tu veux faire tes expériences toi-même, tu vas avoir tes potes à toi. En fait, au bout d'un moment, tu avais toujours les mêmes bandes de potes, puisque on était tous les quatre ensemble, tu vois. Et là, maintenant, aujourd'hui, quels sont les liens? Aujourd'hui, je suis très très proche d'une de mes sœurs. On se voit beaucoup. Elle vit à Düsseldorf, mais du coup, on se voit beaucoup parce qu'on a les mêmes aspirations. On travaille un peu ensemble. Elle dirige aussi ma boîte avec moi. Donc du coup, c'est top. Elle est rentrée dans ta boîte? Ouais. En fait, elle est consultante pour les sociétés. Et vu que moi, au bout d'un moment, c'était en train de prendre trop d'ampleur, parce que du coup, j'ai le salon de coiffure, j'ai le resto, j'ai la boutique de déco, il y a plein de choses en extérieur, des séminaires et tout ça. En fait, tu fais tout ce que t'aimes. Je fais tout ce que j'aime. Je ne m'arrête pas. Je me dis, la terre est brûle, t'as plus le temps, Nicolas. Fais tout ce que tu peux et fais de ton mieux. Et ça, tu l'as appris à l'école? Non, je l'ai appris avec mes grands-parents. Je l'ai appris. J'ai été en partie élevé par mes grands-parents parce que mes parents étaient débordés. Et en fait, mes grands-parents me disaient toujours fais de ton mieux, sois impeccable le matin, tiens-toi droit. Ouais, c'est toujours le souci du détail tout le temps. Il était un peu dur. Non, je l'ai trouvé pas dur. Je l'ai trouvé magique. J'ai eu de la chance qu'il m'élève. J'ai eu de la chance qu'il me donne mes valeurs. J'ai eu de la chance qu'il me donne cet esprit combatif. Quand mes parents m'ont dit tu seras pas coiffeur, tu vas rater ta vie. J'ai regardé mes grands-parents, j'ai dit je vais le faire, mais je vais devenir vraiment le meilleur des coiffeurs. T'as réussi? Ouais, c'est vrai. Mais à la base, c'est parce que on m'a pas soutenu. Quand mes parents m'ont dit oh, mon Dieu, tu vas rater ta vie, je pense que c'est parce que j'ai pas été soutenu que j'ai eu envie de le prouver. En tout cas, moi, quand les gens me soutiennent pas, quand on me croit pas, je le fais. C'est le challenge, quoi. Ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Nicolas Waldorf. À demain. C'est fini, c'est la fin de ce grand JT. On se retrouve bien évidemment demain, même heure. Est-ce que vous serez là la semaine prochaine? Avec un grand plaisir, toujours. Alors, je sais pas trop de quoi je vais vous parler. Je suis un peu sec là, je dois vous avouer. Mais je suis sûr que j'aurai une petite... Vous pouvez juste dire au revoir. Pardon, au revoir. C'est ça, au revoir. D'ici là, écoutez, vous pouvez nous retrouver sur le canal 247 sur les Freebox, cooltv.com bien sûr. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Angèle Jean-Girard. Au son, Saïd Mamou. Au make-up, c'est Colline Hamel. On dit make-up, c'est tellement plus chic. Au maquillage, tout simplement. À la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. C'est Loïc Landreau, on ne le nomme pas assez, mais on le redit, il est là, il est beau, il est fort. Et il nous apprend plein de choses, on adore. Donc, relisez Confucius. Un merci particulier, je ne fais pas assez, à Roxane Sarfati et Cécilia Brio. Merci à toute l'équipe de School et à demain. Ciao.